je suis tombé sur une info toute croustillante. J'ai découvert que Molière, que nous connaissons tous quasiment, n'était pas son vrai nom. Il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. Est-ce que vous vous défiez de moi? Monsieur, votre fils. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne reste rien. Qu'est-ce que tu as fait? T'étais fourré où encore? J'ai brûlé une bibliothèque. Qu'est-ce qu'elle pense, ta mère, quand elle te regarde partir le matin? T'es qui? Tu t'appelles comment? Je suis personne et je m'appelle pas. On me trouve bizarre. Je suis pas bizarre. T'es quoi? Un monstre? Non. Les monstres sont laids. Ça peut paraître un peu ridicule, mais j'aime écrire. Je ne veux plus écrire de lettres. Je veux te voir. Pour l'amour de Dieu, commande ce putain de téléphone. Je t'en supplie. Je t'écris parce que tu viens de me raccrocher au nez. Les lettres en avantage, on ne peut pas les raccrocher. Non, mais on peut les déchirer. 6 joints les morceaux de la tienne. Oh, tu vas te faire foutre, Andy Ladd. Et 2 fois le dimanche. Titus m'aime, il peut tout, il n'a plus qu'à parler. Elle m'offre sa main pour essuyer mes larmes et ne voit rien moins dans cette obscurité que la fin d'un amour qu'elle a trop mérité. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Je suis amoureuse de Michel. Oui, amoureuse folle. Je suis amoureuse folle de Michel. Qui peut empêcher une mère d'être amoureuse folle de son fils?
Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est joyeux, vous savez, pour toute une équipe de lancer une nouvelle programmation. Et donc on est très heureux de la partager avec vous ce soir. L'idée n'est pas de faire des surprises, l'idée est de vous raconter pourquoi nous avons fait ces choix. Avant de commencer, je voudrais saluer d'abord vous tous, mais aussi certaines personnes. Ça me touche beaucoup que vous soyez là. Je voudrais saluer Bénédicte Lefeuvre, qui est notre directrice DRAC, avec Isabelle Méliès. Je voudrais saluer le premier adjoint au maire, Anthony Boré. Il est accompagné notamment d'Olivier Breuilly, notre directeur général des services. Je voudrais saluer Robert Roux, les élus, Patrick Mottard qui veille sur nous avec tant de générosité. Je voudrais saluer le département. Je crois qu'il y a Auguste Vérola qui est là. Merci d'être avec là. Il y a Delphine Guérard qui est avec nous. Et puis aussi tous nos partenaires qui sont devenus des amis. René Corbier qui dirige Mougins, la salle de Mougins. Pierre Cossin qui est à Carrosse. Emmanuelle Bourré, la nouvelle directrice du Théâtre de Grasse. Sophie Dupont qui est du Palais du Festival de Cannes. Et je suis sûre, et là je parle sous tout contrôle, que j'oublie beaucoup de personnes. Je voudrais saluer surtout Bertrand Rossi et Alain et Flavien Moglia qui est avec nous. Je ne sais pas où vous êtes, mais voilà, nos nouveaux partenaires merveilleux. Il y a Jean-Pierre Barbero qui est à côté, qui dirige le musée Masséna. Merci tous, à vous tous, et pardon à ceux que j'oublie. On est très très heureux d'être avec vous ce soir. Vous savez que chaque année, j'ai le bonheur de partager avec vous une citation. Il y a 2 ans, je vous disais, c'était une citation africaine qui disait « Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures ». Vous vous souvenez, on avait des rayures, on s'est échiné à rayer tout ce qu'on pouvait pendant les saisons dernières. L'année dernière, je vous disais une autre citation africaine qui était « Une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe ». Cette année, pour vous donner un peu notre état d'esprit, je suis allée chercher chez les Indiens et je voudrais partager avec vous cette citation qui dit « Ceux qui voient la vie en gris, ils n'ont plus qu'à déplacer l'éléphant ». On a beaucoup déplacé d'éléphants cette année et vous voyez, maintenant on est en couleur. Et c'est pas la peine de le rappeler, mais vous savez qu'on est quand même la plus grande troupe de France, juste après la Comédie Française. On est un peu moins nombreux, mais on fait autant de choses. On est la plus grand théâtre qui a le plus de scènes dans toute la région sud. Hein? On a une capacité à se déployer. Et on a eu en 2022, vous l'avez vu, la Palme d'Or de la communication. Et pour finir, c'est pas seulement pour frimer, c'est quand même pour le rappeler, on est les meilleurs en uniforme. Voilà, donc vous voyez, on a le cœur plein de passion. Avant de vous présenter cette saison, on a fait un petit récapitulatif que vous venez de voir. Je voudrais vous dire ma joie, mon bonheur, ma fierté d'avoir, et je le dis devant Bénédicte Lefeuvre, d'avoir été renouvelée pour un nouveau mandat grâce à la confiance de notre ministre de la Culture et grâce à la confiance que le maire m'accorde depuis que je suis là et toute son équipe. Et donc c'est une nouvelle page qui va se tourner, qui va s'écrire avec peut-être un peu plus de recul, un peu plus de sérénité, mais tout autant de passion. C'est pour ça qu'on est habillé en rouge. Je suis avec Ella Perrier, qui est ma directrice adjointe, merveilleuse Ella Perrier. On vient de fêter, c'est quand même important de le rappeler, une année de présence de la cuisine à Nice. Hein, c'était en mai dernier, le 20 mai dernier exactement. Et une année de la présence des franciscains, de la salle des franciscains. Je peux vous dire que tous les artistes qu'on a eu la chance d'inviter sur nos plateaux nous envient ces salles. On en est très fiers et vous les avez honorés toute l'année, puisque on peut dire qu'aujourd'hui, vous ne nous avez pas lâchés et ces salles vraiment sont pleines. Il y a encore 2 jours, on avait le spectacle de Duras avec Dominique Blanc, la douleur, et la salle était pleine et lui a fait une ovation bien méritée.
Donc ça marche, on est heureux. On lâche pas l'affaire puisque bientôt on va ouvrir et inaugurer avec des premiers galops d'essai les arènes de Cimiez, ce qui est une chance de pouvoir prolonger toutes les propositions qu'on vous fait hors les murs. Et puis on est à l'étude avec l'équipe de la mairie pour travailler sur la prochaine salle au Palais des Expositions. Et on prendra le temps pour que ce soit une salle juste qui vienne compléter notre instrument. Moi, je continue en vous parlant de Cimiez et de l'amphithéâtre des Arènes. Ce sera un lieu en extérieur qui complétera nos salles et qui ne s'ouvrira qu'en été, bien évidemment, avec une programmation dédiée. Cette année, c'est, comme le disait Muriel, un galop d'essai pour imaginer comment le public peut se mettre dans cet amphithéâtre-là. Et à partir de 24, 25 et 26, il y aura un vrai équipement, toujours de plein air, bien évidemment, avec un festival, puisque Muriel, dans son projet pour Nice, lorsqu'elle a été nommée, il y avait l'envie d'un festival de la tragédie à Nice. Et donc ce festival, la première édition sera en 24. Là, cette année, on va ouvrir les arènes de Cimiez le 23 juin avec le dernier volet de la saga Marivaux, Le préjugé vaincu avec la troupe. Muriel aux manettes, et on a choisi la date du 23 parce qu'il y a l'inauguration d'une grande exposition au musée Matisse, donc pour conjuguer et être conjointement ouvert avec le musée. On va exploiter les arènes du 23 au 28 avec le préjugé, puis ensuite Muriel, Catherine Sellac et Claire Chazal feront 3 soirées de lecture autour de grands destins de femmes, et nous refermerons notre exploitation des arènes pour l'année. Et on continuera les rendez-vous d'été avec les contes d'apéro. Et les contes d'apéro qui fonctionnent depuis l'été 2020, qui fonctionnent super bien parce que c'est un rendez-vous hebdomadaire avec chaque semaine. Cette année, on a construit avec notre équipe des contes d'apéro autour du projet de l'Europe de la Méditerranée. Donc chaque semaine, un artiste est invité à parler d'un pays autour de ses auteurs. Et donc du lundi au vendredi, la première semaine, Félicien Jutner parlera de la France. Les samedis et dimanches, le samedi sera destiné à un conte pour l'enfance et le dimanche sera une proposition musicale. Ça se décline sur 5 semaines, du 3 juillet au 6 août. La deuxième semaine, c'est l'Italie avec Marial Bajmam Riva. La 3e semaine, c'est Félicien Chauveau avec l'Espagne. La 4e semaine, Cyril Cottineau avec la Grèce. Et on terminera avec la France pour rentrer à la maison avec Elisa Schramm. Alors, on a construit parce que, comme vous le dit Muriel vient d'être renouvelée. C'est une grande fierté pour l'équipe. On est vraiment ravis d'accompagner Muriel sur son 2e mandat. Et on voudrait, la sérénité et vraiment développer le projet qu'elle a construit pour Nice. Le Covid, la fermeture, le bâtiment, les nouvelles salles, voilà, ça a été des freins, mais aussi une grande motivation. Et là, cette année, elle nous a permis, cette saison, la sérénité avec notre public. Et donc, on va déployer les projets qui sont dans le projet artistique de Muriel. Avant de décliner toute la programmation, on va commencer avec un teaser, mais vous le savez, pour moi, ça compte énormément d'avoir des acteurs permanents, d'avoir une troupe. J'ai grandi pendant 30 années de ma vie comme actrice à la Comédie Française, et donc il me semble que c'est fondamental qu'un lieu de cette ambition, de cette envergure ait des acteurs. Et pour cette présentation de saison, on a un peu laissé de côté la chanson au profit de la poésie. Je vous demande d'accueillir F. Perreur. Je prends congé, je rentre chez moi, dedans mes rêves. Je retourne en Patagonie où le vent frappe les étables et où l'océan disperse la glace. Je ne suis qu'un poète et je vous aime tous. Je vais errant de par le monde que j'aime. Dans ma patrie, on emprisonne les mineurs et le soldat commande au juge. Mais j'aime, moi, jusqu'aux racines de mon petit pays si froid. Si je devais mourir 100 fois, c'est là que je voudrais mourir. Et si je devais naître 100 fois, c'est là aussi que je veux naître. Près de l'araucaria sauvage, des bourrasques du vent du sud et des cloches depuis peu acquises. Qu'aucun de vous ne pense à moi. Pensons plutôt à toute la terre.
Frappons amoureusement sur la table. Je ne veux plus revoir le sang imbiber le pain, les haricots noirs, la musique. Je veux que vienne avec moi le mineur, la fillette, le marin et le fabricant de poupées. Je veux que nous allions au cinéma. Je veux que nous sortions boire le plus rouge des vins. Je ne suis rien venue résoudre. Je suis venue ici. Je suis venue afin que tu chantes avec moi. Pablo Neruda. On va vous décliner, vous essayer de vous raconter, de vous donner envie des spectacles les uns après les autres. Notre équipe de communication vous a inventé des petits stickers qui vous permettent de marquer les pages en vous évitant le stylo avec des petites citations. Vous aurez compris que je suis folle des citations. On commence donc en octobre cette saison avec un partenariat, je saluais tout à l'heure René Corbier, un partenariat avec Mougin, en accueillant, donc si vous voulez voir ce spectacle, il faut aller sur la scène 55, la légende du Saint-Buveur, inspiré du roman de Joseph Ross. C'est avec Christophe Malavoie. C'est un spectacle merveilleux qui célèbre l'humanité. C'est l'histoire d'un clochard qui à un moment donné rencontre quelqu'un qui lui donne de l'argent et il va essayer tout son parcours de lui rendre cette dette. C'est un clochard au grand cœur. Christophe Malavoie signe là une belle performance d'acteur et il est d'ailleurs étonnant parce qu'on le voit différemment qu'on le connaît au cinéma ou à la télévision et en plus il fait de la musique
musique. Donc voilà, on commence le mois d'octobre avec ce partenariat et puis on va reprendre cette saison. Donc on vous disait, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour le Théâtre National de Nice. On va beaucoup partir en tournée avec les spectacles qu'on a créés. On a beaucoup créé ces dernières saisons. Vous l'avez vu dans la rétrospective. Le spectacle Bérénice, il a inauguré cette salle de la cuisine. Il a été beaucoup joué à Paris sur la scène de la Scala. Ça a si bien marché qu'on l'a repris une seconde fois. Et il va partir en tournée dans toute la France, une tournée internationale, puisqu'on va aussi en Belgique et en Suisse. Et je crois que c'est important. Vous savez, j'ai coupé, c'est moi qui l'ai mis en scène. Il y a Carole Bouquet qui interprète Bérénice. Elle l'a joué dans d'autres mises en scène. Ce sont des textes qui demandent tellement de maturité pour arriver à les donner simplement. Ce sont des textes qui font peur un peu quand on ne connaît pas les alexandrins, qui est pourtant la plus belle musique de la langue française, parce que voilà, c'est lié au rythme, au chant de notre langue. Et pourtant, Racine n'utilise qu'une centaine de mots. Ce sont des phrases assez simples. Il y a Frédéric de Goldfiem, qui est notre Titus, et Jacques Ido, qui joue pour la première fois du théâtre classique, qui est Antiochus. C'est une histoire d'amour, c'est une tragédie sans effets spéciaux, puisque les trois protagonistes savent qu'ils vont se quitter au début de la tragédie, mais c'est difficile de se dire adieu. Et donc ils vont passer par toutes les émotions d'une nuit sans sommeil pour accepter au petit matin qu'il faudra se dire adieu sans se menacer. C'est une tragédie du cœur admirable, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Si vous l'avez vu, venez le revoir. C'est un spectacle où j'ai coupé toute la dimension historique pour que ce soit accessible pour tous ceux qui connaissent moins l'histoire de Rome. On continue à la cuisine avec Make-up. On retrouve Mathilda May qu'on avait accueillie sur son premier spectacle Open Space. Et Mathilda aime faire des spectacles burlesques sans parole. Elle a on va dire, inventer une technique de spectacle avec beaucoup de mimiques. Elle forme ses comédiens à un rythme très particulier. On rit beaucoup parce qu'on se voit beaucoup dans tous nos défauts. Le spectacle raconte l'histoire d'un tournage de cinéma et l'intrigue se passe dans une caravane de make-up, une caravane de maquillage. Donc la caravane est coupée, on la voit en coupe et au fur et à mesure, les comédiens viennent se faire maquiller, coiffer et puis il y a un technicien qui vient prendre un café. Et là, le burlesque joue. On a la chance, parce qu'à la création, Mathilda ne jouait pas, mais pour la reprise, elle jouera dans le spectacle. Donc on a la chance de la voir au plateau. Et ça se jouera ici, à la cuisine. On enchaîne avec un partenariat pour la première fois avec le théâtre Antea, grâce à Extrapol. Extrapol, eh bien, c'est une réunion dans la région de toutes les grandes scènes, notamment La Criée, le Festival d'Avignon, Toulon, le Festival de la danse à Marseille et Antea. Et on a choisi tous ensemble d'accueillir une chorégraphe qui s'appelle Bintou Dembélé. Elle nous propose un spectacle qu'elle fait exprès, qu'elle modèle pour nos salles, qui s'appelle Groove. Bintou Dembélé, c'est la reine du hip-hop. C'est une femme dont le papa est subsaharien. Elle raconte toute l'histoire du peuple opprimé. Quand on la voit danser, c'est très impressionnant. On lui doit notamment, elle a travaillé avec MC Solar, elle a travaillé avec Grand Corps Malade, et on lui doit, avec Clément Cogitor, les Indes galantes qu'elle a données à l'Opéra de Paris. Et vous avez peut-être vu circuler cette vidéo des Indes galantes traitées différemment, en tout cas pas de manière classique. C'était absolument magistral. Et là, elle propose un spectacle en 3 temps, déambulatoire, avec une vingtaine de ces danseurs et des danseurs amateurs, et on fera ça à Antea. Juste, vous rajoutez que Extrapol, comme le disait Muriel, c'est une réunion de producteurs du territoire de la région. Je rajoute qu'il y a les théâtres, les théâtres d'Aix et Marseille, Dominique Buzet, et c'est la région qui porte ce projet. Et sur les 3 prochaines saisons, on a décidé de faire une commande à un artiste. Donc la première artiste, c'est Bintou Dembélé. Nous, La Criée portera la saison d'après Tamara El Saadi, donc une femme metteur en scène, qu'on accompagnera tous et tous les producteurs la recevront. Et nous porterons en 25
25-26 les Pepping Tom que nous produirons et qui viendront créer leur spectacle à Nice, donc ils feront une résidence de création. Voilà, c'est aussi un moyen de fédérer les moyens sur une région et d'accueillir des artistes d'envergure un petit peu plus importante et de porter la création en région. On continue avec Sur la côte sud. Nous retrouvons Frédéric Bellé-Garcia. Vous avez été enchanté la saison dernière de retrouver son Biographie un jeu que nous avions présenté à Lino Ventura. Frédéric aime bien les atmosphères un peu inquiétantes et un peu cocasses à la fois. Il met en scène là un texte de Frédéric Bradberg, qui est un auteur norvégien qui au départ est un musicien et qui aime beaucoup la langue rythmée. Ses textes, il est traduit bien évidemment. Il a une langue très rythmée et Frédéric a choisi ce texte qui est porté par 4 magnifiques comédiens que vous avez déjà croisés sur nos plateaux, Dominique Valadier, Joséphine Demeaux, Stéphane Roger et Sébastien Evenot. Et c'est une histoire qui se répète comme un jour sans fin. Et c'est l'histoire d'une famille modèle, un modèle oui, la famille contemporaine, un couple avec une petite fille, et ils vont passer l'été chez les grands-parents sur la côte sud. Et puis, les choses comme on va au marché, on se lève le matin, on fait la cuisine, et puis tous les jours, quelque chose se décale, et le discours, on va repasser des scènes, un peu comme biographie, on revit sa vie pour voir ce qu'on pourrait changer, et puis à un moment donné, le gendre n'a pas envie d'aller au marché, mais il a envie d'aller se baigner sur la côte sud. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit peu, comme je vous le disais, inquiétant, mais en même temps, c'est très cocasse. Et il y a un décalage sensible dans le texte qui permet l'action. Voilà. Donc, c'est une création qui aura lieu en novembre et qu'on recevra chez nous en octobre et qu'on recevra chez nous tout de suite après. Et c'était important pour nous de continuer à vous faire des propositions artistiques qui parlent de nos vies, de la famille, qui pourraient être à l'intérieur de nos cercles et qui soient directement liés à nos sensibilités, qui ne soient pas trop déconnectés de nos réalités. On enchaîne avec Gisèle Halimi, Une farouche liberté. Mais voilà, ça c'est une figure de femme merveilleuse à revisiter, à écouter, à entendre, à relire. Et on va le relire notamment avec cette merveilleuse actrice Ariane Ascaride, qu'on a reçue notamment dans les conversations intimes. Ce sont des textes de Gisèle Halimi et d'Annick Cogent. Annick Cogent, on l'avait invitée il n'y a pas très longtemps sur « Je ne serais pas arrivée là si ». Il y avait Julie Gaillet, on avait entendu ces textes incroyables de figures de fortes femmes. Je dois dire que moi, j'ai eu la chance dans ma vie personnelle de la fréquenter souvent, Gisèle Halimi. Et un jour, on déjeunait régulièrement ensemble quand je dirigeais la Comédie Française. Elle m'a dit, tu sais Muriel, quand j'ai été nommée à la Comédie Française, j'avais mis, puisqu'on distingue la fonction de la personne en langue française, Madame l'administrateur, parce que j'étais la première femme à diriger la Comédie Française. Et elle m'a dit, tu sais, le jour où on a pu dire étudiante, le monde a changé. J'ai trouvé ça tellement lumineux, je suis rentrée dans mon bureau, j'ai déchiré toutes mes cartes de visite et j'ai marqué administratrice. Voilà, c'est quand même une figure de femme qui disait « Ma dignité de femme ne saurait museler ma liberté de femme ». Et c'est un spectacle qui nous rappelle toutes ces guerres qu'on essaye de rendre sereines. On continue à la salle des Franciscains avec Hermès le Dieu espiègle. Alors ce spectacle était une coproduction que nous devions accueillir dans des temps incertains qui étaient les temps du Covid. Et on est ravis de retrouver la compagnie Archétal qu'on a accompagnée pendant de très nombreuses années. Et la compagnie Archétal, je leur ai demandé tout à l'heure, parce que Sylvie Haussmann et Greta Burujman sont dans la salle. Elles viennent tout le temps voir nos présentations de saison. Et je leur ai demandé si je n'avais pas rêvé ou si je n'avais pas fait un cauchemar et que j'avais bien compris que la compagnie s'arrêtait. Et la compagnie s'arrête avec ce dernier spectacle, on ne pouvait pas ne pas le programmer. On le programme avec Mougin, qui les a accompagnés aussi, et avec Cannes. C'était important de boucler cette boucle parce que depuis des années, on travaille ensemble. Et ce spectacle-là est un spectacle jeune public. Comme d'habitude, à la mise en scène, Sylvie est là et Greta est une belle factrice de marionnettes. Donc elle a créé les marionnettes avec un scénographe qui s'appelle Antoine Oriola. La commande, c'était une commande de texte. Donc il y a un auteur qui s'appelle Arnaud Beaujeu et qui a
répondu à un appel à une commande d'écriture autour d'une fable mythologique et qui est la fable d'Hermès, le dieu espiègle. Alors Hermès est un jeune dieu farceur, mais il a quand même inventé l'alphabet pour pouvoir retranscrire l'histoire des humains. Et c'est un passeur entre le monde des vivants et des humains et des morts. Et c'est important de parler de ça à nos enfants. Donc on est ravis de les accueillir dans la salle des franciscains et voilà, notre jeune public, venez en famille, il y a des tarifs. On enchaîne avec une mise en scène d'Agnès Rigolo, qui a créé la compagnie du jour au lendemain. C'est une compagnie qui est basée à Marseille. C'est une merveilleuse directrice d'acteurs, Agnès. Elle nous propose La dispute de Marivaux. Alors vous allez me dire, c'est encore du Marivaux, mais La dispute est singulière dans l'œuvre de Marivaux. Elle a été écrite en 1744, au milieu du XVIIIe siècle, et c'est une pièce en un acte, mais qui raconte en fait les grandes expériences du XVIIIe siècle. On a l'impression qu'on assiste à une expérience avec des souris blanches qu'on aurait enfermées, et on regarde en haut comment ça se passe. C'est l'histoire d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui, dès la naissance, on a isolé parce que un prince et une princesse ont décidé de trancher, de regarder qui a trahi l'autre en premier. Est-ce que c'est la femme ou est-ce que c'est l'homme? Et en fait, c'est une pièce qui parle vraiment de la sauvagerie des désirs. La pièce, bien fort heureusement, ne tranche pas entre le féminin et le masculin. C'est une pièce notamment qui a lancé toute l'époque Patrice Chéreau. Il en avait fait une mise en scène magistrale, magnifique, enfin, avec la nudité sur le plateau. Et là, je me réjouis de voir ce spectacle avec de jeunes acteurs, surtout mis en scène par une femme. Nous continuons notre partenariat avec le Festival de danse de Cannes-Côte d'Azur et son nouveau directeur artistique Didier Deschamps. Depuis plusieurs saisons, le festival se déploie sur le territoire départemental en programmant, nous acceptons de programmer au même moment que les dates du festival des spectacles de danse qu'on se propose. Donc le directeur artistique nous a proposé d'accueillir Alexander Van Turnhout. Et Alexander Van Turnhout, c'est un chorégraphe, danseur belge, un petit peu fou. Les Belges sont un petit peu fous. Il a créé un pas de deux assez original, qui sera exécuté par deux hommes. Et Alexander Van Turnhout travaille beaucoup sur le corps. Donc au départ, on est un petit peu désarçonné par la proposition et après on rit énormément parce qu'il fait des choses avec son corps et avec le corps de son co-danseur, des choses assez hallucinantes et on rit beaucoup. Alors c'est vraiment l'importance, il a voulu mettre l'accent dans la danse contemporaine sur l'importance du toucher. Être touché et touché en retour, et une grande intimité se fait dans ce duo-là. On le présentera aux franciscains. Et toujours pareil, dans ce partenariat que nous avons avec le Palais des Festivals, merci Sophie d'être avec nous, on présente toujours un spectacle comme on le fait avec la scène 55 à Mougins, un spectacle que nos abonnés peuvent aller voir avec un tarif particulier là-bas. Et donc on a choisi avec Muriel le ballet de Thierry Malandin et son spectacle Les Saisons pour 22 danseurs. Nous en avons 2 aux franciscains et là il en a 22, un très grand ballet du ballet Biarritz. Voilà, c'est aller voir aussi à Cannes. On arrive en décembre et là on a mis, vous savez qu'on essaie d'accueillir des disciplines différentes de tout le spectacle vivant. On a mis le cirque à l'honneur et on accueille Machine de cirque. Vous avez déjà eu l'occasion de le voir dans des années précédentes au TNN. Machine de cirque, c'est une compagnie québécoise qui a été créée en 2013 par plusieurs garçons, des acrobates et en même temps des clowns parce qu'ils sont très très drôles. Et là, ils ont toujours cette capacité de raconter des histoires au milieu de leur performance. Et donc là, ils sont rescapés sur une île déserte, mais ils voudraient rejoindre le monde civilisé. Donc ils inventent un radeau improbable et ils essayent, à travers ce radeau mécanique, de s'élancer pour rejoindre l'humanité. C'est très très drôle, c'est évidemment à voir avec toutes les générations, les grands et les petits, et ça fait partie des spectacles qui ont autant, j'ai envie de dire, de performance, autant de virtuosité que de poésie.
Dans la farine invisible de l'air, alors sur cette semaine-là, on aura machine de cirque à la cuisine et quelques jours après, dans la farine invisible de l'air, un spectacle avec 5 clowns femmes. Alors c'est un spectacle, on a été très touchés avec Muriel de rencontrer la compagnie et de parler de leur travail. Alors ce sera un plateau nu, ce sera au Franciscain. On a insisté pour que ce soit au Franciscain parce qu'elles forment des images assez sublimes visuellement et on avait envie que ce soit dans un écrin encore plus particulier au Franciscain. Comme je vous le disais, 5 femmes au plateau, c'est un chœur de clowns. Le mystère va naître de confettis on imagine tout de suite la neige, bien évidemment, ou la farine. Elles sont toutes enfarinées, elles racontent l'histoire de vie absurde, le quotidien sans aucun mot, bien évidemment, avec les gags que peuvent faire les clowns. Alors elles sont parties de l'idée, parce qu'elles avaient envie d'avoir des images fortes pour le public, d'une colonie de pingouins qui arriverait sur le plateau. Et c'est assez sympathique à voir. Elles forment des duos, il y a des moments où elles sont toutes les 5. Et le projet d'écriture s'est croisé avec de la musique. Il y a un musicien qui a créé la bande sonore et avec une multiplicité d'objets qu'on ne voit pas au premier abord et qui apparaissent au fur et à mesure. C'est vraiment à venir découvrir en famille. Alors on enchaîne avec un spectacle aussi très singulier et drôle qui s'appelle « Il n'y a pas de Hajar ». C'est un texte de Delphine Horviller, qui est la 3e rabbin de France, une femme aussi, figure de femme extraordinaire. Et elle est partie du roman de Romain Gary qui a gagné son deuxième Goncourt. Hein. Vous savez, Romain Gary, c'est le seul auteur français à avoir gagné 2 Goncourt puisqu'il écrivait sous un pseudonyme et il s'appelait Émile Hajar. Et il a écrit La vie devant soi. Et là, elle part du principe, c'est un texte qui interroge l'identité. Elle part du principe, c'est un garçon qui fait ce monologue, qui est interprété par une comédienne niçoise, oui, Johanna Nizar, mais qui interprète le garçon Abraham Hajar, qui serait le fils d'Émile Hajar, qui lui-même n'existe pas puisque c'est un pseudonyme. Et ça pose la question, est-ce qu'on est l'enfant de ses parents ou est-ce qu'on est l'enfant de l'imaginaire ou plutôt l'enfant des livres qu'on a lus? C'est un texte absolument admirable de beauté, d'intelligence et d'humour. Et c'est une performance d'actrice, mais c'est aussi profond qu'amusant. On retourne à la cuisine avec Les Doyens. Alors c'est la nouvelle création de Christophe Honoré, le cinéaste que tout le monde connaît, mais aussi grand metteur en scène. Christophe Honoré, avant d'être cinéaste et metteur en scène de théâtre, il écrivait à l'École des loisirs chez Actes Sud des romans pour les enfants. Et il revient à ses premières amours en créant ce spectacle qu'il a écrit et mis en scène. Alors comme à son habitude, à la différence de l'écriture où il crée des romans d'un bout à l'autre, là il fait une écriture toujours au plateau, il convoque des comédiens sur un thème, et là le thème c'est l'enfance et l'éducation. Et à la façon d'un Bouvard et Pécuchet, il convoque au plateau 2 éducateurs qui pensent détenir la vérité sur l'éducation. Et il a envie d'avoir un spectacle un petit peu interactif avec le public, donc il a vraiment envie qu'il y ait des familles qui viennent, et comme à son habitude, il fait un énorme décor, donc on voulait le recevoir au Franciscain, mais ça n'est pas possible, donc il viendra ici, sur ce grand plateau, et ces 2 comédiens vont jouer un rôle un peu, comme Bouvard et Pécuchet, plus ils affirment, moins on sait quelque chose, et il veut que les enfants les prennent à partie. On espère que les enfants oseront cette interaction, et on le présente ici au mois de décembre. On continue, vous savez qu'on essaye avec Ella de vous donner à entendre les plus grandes écritures classiques ou contemporaines de l'Europe de la Méditerranée. On essaye de voyager donc entre la France, l'Espagne, la Grèce et l'Italie. J'avais donné, quand je suis arrivée, une trilogie de Goldoni. On a eu un spectacle en grec dans la langue l'année dernière. Cette année, on va partir avec ce texte d'Ettore Escola, qui est parti du film, donc en Italie, Une journée particulière. C'est un film qui est sorti en 77, qui était interprété, si vous vous en souvenez, par Mastroianni et par Sophia Loren.
C'est une histoire entre une femme et un homme. Ça se passe sous l'époque fasciste mussolinienne qui reçoit Hitler, et toute la ville à Rome veut aller voir le Duce. Et tout le monde sort, mais reste un peu enfermé pour des raisons singulières l'une et l'autre. Une femme qui est mère de 6 enfants sous le joug de son mari, vraiment la femme italienne qui est plutôt simplement réduite à la mère. On a dit d'ailleurs dans le journal qu'elle était juive, c'est une erreur. Et un homme qui est homosexuel, qui a été remercié de la radio pour des questions justement politiques, et qui reste un peu enfermé chez lui par peur d'être repéré. Et il se trouve qu'à un moment donné, l'un et l'autre, enfermés dans cet appartement, dans cet immeuble, on prenne contact et commence à discuter. Et c'est finalement petit à petit tout ce qui les rapproche, toutes leurs failles, toute leur solitude qui se réchauffe dans une rencontre extraordinaire, particulière. C'est vraiment un texte sur la beauté de la fraternité, sur la possibilité d'une amitié malgré nos différences. C'est vraiment un texte qui te prend le cœur. Et c'est Lille Aubord qui va le mettre en scène. Lille Aubord, c'est une de mes metteuses en scène préférées. Je l'avais fait beaucoup travailler quand je dirigeais la Comédie Française. C'est une merveilleuse metteuse en scène. Et elle a convoqué pour ce spectacle Laetitia Casta et Roche Dizem. Ils seront 4 comédiens. Mais voilà, pour cette performance d'une amitié possible, une journée particulière. Au Franciscain, ce sera l'une des créations de l'année, une coproduction avec une compagnie locale qui s'appelle la Compagnie des Hommes de Main, avec à sa tête Joris Frigerio. Joris, vous l'avez déjà vu dans nos salles puisqu'on a accompagné ses précédentes créations. La dernière était sur le monde du travail et ça s'appelait TAF. C'était une petite forme avec de la vidéo autour du mal-être et de la construction mentale que peut induire le travail. Cette fois-ci, il a travaillé sur notre boulimie et notre course après le temps. Et il avait envie de poser des circassiens au plateau en s'extrayant, parce qu'habituellement, il chorégraphie et c'est lui, et il joue aussi. Et là, il s'est dit, je vais me mettre un petit peu en retrait et je vais donner la place à d'autres interprètes. Donc, il a 4 magnifiques interprètes qui sortent de grandes écoles circassiennes. C'est une création qui aura lieu au Franciscain, parce que ce qu'on se disait avec Muriel, c'était important. Il y a des gens qui n'ont pas l'envie de venir jusqu'à la cuisine parce que c'est un petit peu loin. Certaines personnes trouvent que c'est plus accessible. On s'est dit que nos 2 salles devaient être complémentaires, mais aussi proposer les mêmes, comme le dit Muriel, discipline et solfège. Donc, on va aussi faire du cirque au Franciscain, des grands textes et des grandes distributions au Franciscain, comme le Christophe Honoré avec seulement 2 comédiens ici, pour pouvoir partager des disciplines et des grandes ou petites formes dans les 2 salles. Et là, c'est vraiment un spectacle de cirque qui va être créé dans la salle des Franciscains, donc il va jouer avec cet espace magique qui est notre salle dans cette ancienne église. Donc il va travailler sur des agrès un peu particuliers, un cerceau. Il a une jeune femme qui travaille le cerceau à voltige qui est assez virtuose. Donc on est ravis. Il y aura une résidence de création début janvier et au bout de 10 jours, la création verra le jour chez nous. Alors, la page suivante, il y a un spectacle qu'on va reporter. C'était James Brown mettait des bigoudis. C'était mise en scène et c'est mise en scène et c'est un texte de Yasmina Reza. Yasmina Reza, c'est une des autrices les plus jouées à l'étranger, autrice française. Il y a ça, il y a Uburois aussi. Je m'étais étonnée parce qu'ici en France, on ne monte plus tellement Uburois, mais c'est joué dans le monde entier. Ils l'ont reporté, donc vous le verrez malheureusement qu'en 24-25, parce qu'ils n'avaient pas assez de dates pour les tourner, donc ils ont annulé, ils ont préféré regrouper toutes les dates. Donc je suis désolée parce que notre brochure était déjà imprimée, mais on le donnera la saison suivante. Je vais enchaîner avec Mon absente, qui est mise en scène là aussi et écrit par Pascal Rambert. Pascal Rambert, c'est un enfant du pays, il est niçois. Je crois que le TNL a suivi toutes ses créations quasiment. C'est un des plus grands, des plus importants auteurs du XXe siècle, auteurs contemporains.
on le compare, même si son écriture n'est pas du tout la même, avec Jean-Luc Lagarce. Voilà, ce sont des écritures fortes qui comptent dans la création contemporaine. Il a été longtemps aussi directeur du théâtre à Gennevilliers, en banlieue parisienne. Il a écrit Mon absente. Il dit souvent qu'il descend dans la langue comme un scaphandrier. C'est un grand romantique. Il travaille notamment avec Audrey Bonnet, Vincent Dissès, qui sont des merveilleux comédiens. Il écrit pour ces comédiens-là. Je dis c'est un grand romantique parce que il raconte souvent l'amour. Il parle souvent de l'amour. Il a écrit notamment un texte qui s'appelait Clôture de l'amour. Dans le spectacle, on aura aussi Stanislas Nordet qui était directeur à Strasbourg. Donc vraiment, on a des comédiens de grande expérience. Et là, il s'agit de Mon absente. C'est l'histoire d'une femme qui est décédée. C'est pour ça que je vous dis souvent, on essaye de parler de nos vies. Et autour du cercueil de cette disparue, d'une femme qui est partie, se réunit la famille, les amis. Et chacun commence à libérer sa parole sur son rapport à la morte, son émotion, son indifférence, ses interrogations, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté. C'est un texte extrêmement bouleversant avec de grands comédiens. Et évidemment, ça fait partie des textes qui célèbrent les larmes, mais ils le célèbrent avec beaucoup, beaucoup de poésie et de profondeur. Un autre partenariat sur le territoire départemental avec le festival Trajectoire, avec Pierre Cossin et son équipe au Forum Jacques Prévert à Carros. Ça fait 2 saisons maintenant qu'on accompagne ce festival en programmant pendant les dates comme d'autres lieux sur le territoire. Et ce festival a comme thème le récit de vie. Et donc on a décidé avec l'aval de Pierre de programmer cette année, nous dans le cadre du festival, des artistes de notre territoire, et notamment Stéphane Di Tordo, dont la création devait avoir lieu cette année et elle a été reportée. Donc c'est la 2e création avec un artiste local après Citizen. Donc ça s'appelle Céleste et moi, ça sera créé au Franciscain après une résidence de création. Il est accompagné, il a écrit le texte qui est édité d'ailleurs, il fait la mise en scène sous l'œil aguerri de Cyril Cotineau que vous connaissez. Donc c'est un report et il a un petit peu plus travaillé son envie, il a eu un petit peu plus de temps. Il sera seul au plateau, c'est un seul en scène, et il avait envie de parler de la génération qui avait 20 ans dans les années 90. Ce n'est pas sa génération, mais il la sublime et il la fantasme, cette génération, comme la dernière ayant eu des envies après celle des années 70, qui a été aussi arrêtée par quelque chose d'horrible, qui est le sida. Et c'est pour lui la dernière grande génération des grandes fêtes, et il avait envie de parler d'un groupe d'amis dont Lou serait le personnage principal, et il va incarner tous les personnages de cette communauté de jeunes gens qui avaient 20 ans dans les années 90. Alors juste pour faire un petit parallèle avec ce que disait Muriel, nous avons beaucoup créé depuis l'arrivée de Muriel, notamment en production, on a produit beaucoup de choses. Le Covid a fait que nous n'avons pas beaucoup diffusé, et donc cette saison et l'année 24 va être une année sur laquelle nous allons tourner les productions qui ont été créées. Donc on a un beau catalogue, comme on pourrait dire, des créations de Muriel, mais aussi des artistes qu'on a accompagnés en production pure. Alors pour le grand public, c'est des mots un peu particuliers, parce que tous les spectacles que vous voyez dans les salles, vous ne faites peut-être pas de différence entre la production et l'accueil, mais nous, c'est important, dans nos missions de CDN, nous avons la production-diffusion, l'ouverture au plus large public. On est ravis dans nos salles, ce large public est là, mais ensuite la mission est, quand on crée, il faut diffuser. Et ces dernières années, la diffusion a été compliquée, le foisonnement de production ne nous l'a pas permis, et là on a décidé, donc Muriel ne créera pas cette année, on ne fait que des reprises comme vous l'avez vu. Certains du public ont fait cette réflexion en disant mais il n'y a pas de création. Non, la saison prochaine il n'y en aura pas. Muriel vous parlera après du Festival de la Tragédie, on fera peut-être une petite exception, et donc là on accompagne des artistes en coproduction et non pas en production pure, et ce seront nos 2 créations de la saison. On va enchaîner, on est toujours en janvier, on est fin janvier, avec la fausse suivante de Marivaux. Vous allez me dire, alors c'est encore du Marivaux.
Oui, c'est un peu un hasard, et je trouve toujours que ces hasards sont justes. Quand j'étais à Paris, souvent quand il y avait 3 fois la maison de poupée ou 3 fois, tout le monde paniquait. Non, ça veut dire qu'on est un peu dans le bon rythme et qu'on a tous les mêmes interrogations. On a besoin de s'interroger sur la complexité des sentiments, ces sentiments qu'on a brassés tout seul pendant si longtemps de fermeture. C'est Jean Liermier qui met en scène La Fosse suivante de Marivaux. À mon avis, c'est une des plus grandes pièces de Marivaux avec Le jeu de l'amour et du hasard. Elle a été écrite en 1724. Jean Liermier, il dirige le théâtre de Carouge. Le théâtre auquel on a acheté, merci à la ville, ce théâtre éphémère qui pour moi n'a rien d'éphémère. L'histoire, en gros, c'est une jeune fille qui doit épouser un jeune homme, mais elle ne le connaît pas, il a beaucoup d'argent, et elle se déguise en homme pour aller à sa rencontre, pour le voir avec recul. Et là, elle se rend compte qu'il est déjà engagé avec une comtesse, et comme ils deviennent amis entre garçons, il lui demande de draguer la comtesse pour se désengager de sa parole donnée à la comtesse. C'est très pervers. Qu'est-ce qui se passe? La comtesse tombe amoureuse de lui. Elle, la jeune fille, sous les habits du garçon, tombe amoureuse du garçon qui lui est destiné, tout en le méprisant parce qu'il n'est pas honnête. Voilà, c'est une pièce complexe qui parle aussi des genres, de la sexualité. Et Jean Liermier est un merveilleux metteur en scène pour nous faire comprendre toutes ces dimensions. Toujours dans le festival Trajectoire, nous proposons Frida Kahlo, Ma réalité. Alors Frida Kahlo, c'est un spectacle un peu particulier pour nous parce que il a été écrit et il est joué par Bénédicte Allard qui fait partie de la troupe. Elle avait créé ce spectacle avant d'intégrer la troupe et on n'a pas pu le présenter cette année, donc on voulait, elle l'a déjà présenté dans Nice, dans d'autres théâtres, et on voulait pouvoir montrer un autre travail du travail qu'elle a avec Muriel, qu'elle a créé avec à la mise en scène et à la musique Clément Altaos. Alors Frida Kahlo, je pense qu'elle est universelle, même si on ne connaît pas tous particulièrement son travail, on connaît la figure emblématique de cette femme qui a vécu, qui avait la création viscéralement chevillée au corps. Elle est engagée, bien évidemment, et Bénédicte est seule au plateau, elle fait une vraie performance d'actrice. On est vraiment heureux de pouvoir vous la présenter sous cet angle-là. Et puis elle a écrit comme si Frida nous présentait son journal intime. Donc c'est un très beau moment de théâtre et on est très heureux d'avoir Bénédicte au Franciscain. Et on continue dans notre partenariat avec Pierre Cossin, le théâtre de Carrosse et Trajectoire, avec une autre artiste de Nice qui s'appelle Eva Rami, qui a beaucoup voyagé en France, hein. Elle est beaucoup sortie de la ville. Et là, on va donner le triptyque, c'est-à-dire qu'elle a écrit 3 seuls en scène. Le premier s'appelle Vol, le deuxième s'appelle Tais-toi et le troisième Va aimer. Elle raconte un peu son histoire intime, comment choisir le théâtre, après comment s'imposer au milieu d'un milieu assez compliqué de la création, de la vie parisienne. Et puis Va aimer, grandis, deviens toi-même. On lui consacre 3 soirées pour pouvoir revoir ces spectacles qui ont beaucoup voyagé, qui ont été notamment mis en scène. En tout cas, elle a été accompagnée par un acteur de ma génération, parce qu'on a grandi ensemble quand j'étais à l'école de la rue Blanche, qui s'appelle Marc Ernotte. Sentinelle, nous retrouvons Jean-François Sivadier qu'on a applaudi dans son Othello, dans la mise en scène d'Othello cette année ici à la Cuisine avec sa troupe d'acteurs. Là, il revient avec une petite forme. Il nous a eu avec Muriel parce qu'on était tellement émerveillés par son Othello. Vous connaissez son travail, on l'a reçu à plusieurs reprises, mais c'est toujours un grand travail de troupe. Et là, il a créé une petite forme qui s'appelle Sentinelle, qu'il a écrit, qu'il met en scène et scénographié. Et ces sentinelles, c'est l'histoire de 3 jeunes gens qui sont très très unis et qui veulent devenir de grands pianistes. Et puis un concours de piano les sépare à vie. Et puis chacun va regarder toujours un petit peu de loin la carrière de l'autre et va vouloir lui ressembler. Il va y avoir de la haine, de l'envie, mais aussi de l'envie de se retrouver et de parler musique. Donc on va voir ces destins qui vont être totalement séparés. Il a 3 comédiens
magnifique. Et il nous a eu, quand je vous le dis ça, c'est parce qu'au moment où il jouait Othello, où il présentait Othello ici, il est allé visiter en douce les franciscains. Et tout de suite, il nous a dit, mais il faut présenter Sentinelle. Donc avec Muriel, on a regardé Sentinelle, et puis on s'est dit que ce serait très beau aux franciscains, parce que ça parle de musique, avec une bande-son. Il n'y a pas de musicien au plateau, mais le texte qu'il a écrit, on a l'impression d'entendre la musique par ce langage théâtral qu'il a construit avec ses 3 comédiens. On a à certains moments l'impression d'entendre la musique alors qu'ils sont simplement en train de nous parler, et il y a une sorte de ballet entre 3. Enfin voilà, c'est une belle proposition de 3 grands comédiens accompagnés par un beau metteur en scène. Et puis on va faire une première de chez Première, de grande première, puisque ici à la cuisine, on va vous présenter un opéra, la création d'un opéra français. Merci Bertrand, je m'adresse à Bertrand Rossi, le directeur de l'opéra, et Flavien Moglia, ça fait 3 fois que je bafouille, pardonne-moi Flavien, qui nous accompagne dans ce projet, puisqu'on va créer cet opéra ici à Nice. Il a été écrit par Laurent Petit-Girard. Le livret est de Xavier Morel, et ça s'appelle Gourou. Et c'est une grande première parce que c'est ma première mise en scène d'opéra. C'est merveilleux parce qu'on va pouvoir transformer la salle de la cuisine déjà. On va enlever des sièges, augmenter le plateau, accueillir tout l'orchestre de Nice, tout le chœur. On aura des jeunes, les adeptes de ce gourou qui viennent du CFA, dirigé par Elisabeth Vidal. On aura Armando Noguera, Sonia Petrovna, qui est la femme notamment de Laurent Petit-Girard. Ça parle d'un gourou, c'est très inspiré de Jim Jones, ce massacre épouvantable à Johnstown. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, où ce gourou a fait se suicider. S'est suicidé, ils étaient 900. Il y avait 300 jeunes, 300 enfants. Enfin, c'est une histoire épouvantable. Et ce sera l'occasion. Et donc, l'opéra te raconte cette histoire avec Sonia Petrovna, qui est l'adepte, qui d'un seul coup comprend ce qui va se passer, essaye d'arrêter les autres en vain. Ils croiront à une vie meilleure et tout le monde se suicidera. Mais ce sera l'occasion pour nous de faire des grandes conférences autour des sectes aujourd'hui, avec des spécialistes, et notamment puisque j'ai la chance d'être à l'Académie, à l'Institut de France, à l'Académie des Beaux-Arts. On aura de grands spécialistes qui viendront nous parler, notamment aux franciscains ou avec l'équipe de l'opéra, de nous parler de ce sujet. Donc voilà, c'est une grande première, c'est un grand moment d'émotion pour moi, et c'est bien d'inscrire la musique aussi à la cuisine. Aux franciscains, les Ogres. Alors les Ogres, c'est aussi une compagnie régionale, la compagnie Vol Plané, avec au texte et à la mise en scène Carole Constantini. Carole est partie, elle a un petit peu dévié le conte du Petit Poucet de Charles Perrault, et elle a souhaité appeler les Ogres. Alors ce spectacle, je l'ai vu à Carrosse, chez Pierre Cossin encore, et j'ai été émerveillée par la proposition. La comédienne qui joue le Petit Poucet est époustouflante. C'est un spectacle un petit peu déroutant parce que ça peut faire peur, mais les contes pour enfants font souvent peur. Ils sont là pour guider l'imaginaire et puis avoir des défenses dans la vie. Et là, c'est sombre, mais c'est joyeux à la fois parce que cette comédienne a une vie en elle. Enfin, voilà. Je suis allée le voir en matinée scolaire, donc il y avait beaucoup de jeunes dans la salle et ça fonctionnait parfaitement. Voilà, donc on connaît tous le Petit Poucet. C'était l'un des personnages cette année de Je m'appelle pas qui rencontrait le petit chaperon rouge. Voilà, c'est aussi un spectacle donc qu'on peut voir en famille avec un tarif en famille et ça se fait aux franciscains. On va reprendre les fourberies de Scapin avant de les emmener en tournée, comme le disait Ella tout à l'heure. On va quand même beaucoup tourner cette année. Et puis petit à petit, on va s'habituer à essayer de mettre les spectacles avec plus de représentation parce que le bouche à oreille n'a pas le temps de fonctionner. On a regretté, par exemple, de ne pas avoir plus de représentation de Love Letters et on a eu les mêmes regrets sur les fourberies de Scapin. C'est une façon de travailler avec la troupe. Donc évidemment, leur sensibilité, elle joue beaucoup dans la distribution. C'est pour moi, c'était la première fois que je mettais en scène le grand patron, Molière.
Mais c'est pour moi intéressant de commencer par cette pièce parce que c'est l'apologie des grands voyous et c'est le choc des générations entre les parents, les pères qui travaillent, qui gagnent des sous et qui veulent pas tellement partager, et les enfants qui font quand même pas grand-chose et qui trouvent pas normal qu'on partage pas. Et donc ça pose quand même des questions aussi sur l'équilibre des choses. Et puis c'est vrai que je voulais transformer cette scène du sac dans le coffre d'une de chevaux et je le regrette pas. Donc on va reprendre ce spectacle avant de l'emmener dans une grande tournée. On retrouve au Franciscain Raphaël Boitel. Raphaël Boitel, on l'a accueilli 2 saisons à la suite avec La Chute des Anges dans notre ancien bâtiment et Ombre portée ici. Raphaël a ému Muriel sur ses projets et son écriture au plateau. C'est une circassienne. Elle, vous l'avez vu aussi à l'époque des premiers spectacles de James Thierry. Elle était une de ses interprètes. Et Raphaël, maintenant, n'est plus qu'à la chorégraphie de ses spectacles. Et elle a fait une forme jeune public que nous présenterons donc au Franciscain. C'est un moment de cirque dans notre petite salle. Et elle est très attachée à la musique. La musique fait beaucoup partie de ses propositions. Et là, il y aura des musiciens au plateau, 2 interprètes. Et c'est autour du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Elle revisite bien évidemment de façon ludique pour le jeune public ce mythe-là. Et la musique rythme l'espace et le récit. Ils vont se déguiser au plateau. Ça fait beaucoup rire les enfants. Voilà, on est très content de l'accompagner et on va l'accompagner sur sa prochaine création qui sera une création d'envergure qu'on fera à la cuisine dans la saison 24-25. On enchaîne avec le couple génial Valérie Le Sort et Christian Eck. C'est à eux qu'on doit La Mouche, pour ceux qui l'ont vu. C'est à eux qu'on doit Le Voyage de Gulliver. Et là, ils nous emmènent sous l'eau, avec 20 000 lieues sous les mers. Ce roman de Jules Verne, c'est un des romans, des 10 romans les plus traduits dans le monde. Parce que ça amuse autant les adultes que les enfants. Parce que c'est un voyage imaginaire génial. C'est l'histoire de 3 naufragés qui ont été récupérés par le capitaine Nemo, et avec leur travail entre la marionnette, la transformation physique, et on voit les poissons sur le plateau, on est au milieu des poulpes, enfin, c'est délirant. Ça a été créé à la Comédie Française, et vraiment, moi, c'est moi qui l'ai engagé à la Comédie Française. C'est un des artistes performeurs les plus dingues du répertoire aujourd'hui en France, et on est très heureux de les accompagner. J'avais entendu dire par certains, par 2-3 publics qui ont vu La Mouche, quand même c'était violent parce qu'on écorchait un lapin. Je dois dire, ça m'a soufflé parce que c'était tellement drôle comment il faisait avec ce faux lapin. J'espère qu'en tout cas vous faites pas trop partie des gens qui étaient choqués, parce que là on sera au milieu des poissons. La force qui ravage tout, ici, toujours à la cuisine. Avec Muriel, on a souhaité continuer les fidélités qui animent nos choix de programmation et qui enchantent le public, bien évidemment. Et on retrouve donc David Lescaut, qu'on a reçu à plusieurs reprises, et notamment l'année dernière avec sa première comédie musicale, Une femme se déplace, qu'on avait présentée à Lino Ventura. Et il a récidivé et il a monté avec exactement la même distribution, que ce soit les chanteurs, les danseurs et les musiciens, La force qui ravage tout. La création a eu lieu au Théâtre de la Ville cette année. Et là, il prend comme principe de base du spectacle l'amour. L'amour comme une force dévastatrice. Alors, au départ, c'est un petit peu négatif parce que il a campé l'action à la sortie d'un opéra. Et puis, des choses bizarres se passent à la sortie de cet opéra et l'ensemble du public, une salle entière, commence à délirer totalement et à avoir des pulsions d'amour envers son prochain. Alors, c'est bien évidemment, on rit beaucoup. Ils sont virtuoses dans le chant et dans la danse. Il y a Ludmila Dabo qui est son artiste phare. Voilà, on est très très heureux de le retrouver. Cette année, vous avez vu un spectacle jeune public qui s'appelait J'ai trop d'amis au Franciscain. On le retrouve ici à la cuisine. On enchaîne avec Le Pain dur, qui est de Paul Claudel, le frère de Camille. C'est une trilogie. Le Pain dur, c'est issu d'une trilogie qui s'appelle les Coups Fontaine, la trilogie des Coups Fontaine. C'est la pièce du milieu. Le génie de Claudel, c'est d'écrire dans une prose versifiée. C'est-à-dire qu'il donne aussi le rythme, et c'est une écriture terrienne, une écriture concrète. Ils sont 4 protagonistes. C'est une jeune femme qui les met en scène qui s'appelle Salomé Brouski. C'est l'histoire de Turlure qui a vieilli par rapport à L'Otage, qui est la première pièce de la trilogie. Turlure a de l'argent, il vit et il tyrannise sa maîtresse Sichel.
Il y a son fils qui a besoin d'argent et notamment qui doit de l'argent à Lumière, sa maîtresse à lui. Et évidemment, Turlure ne veut pas donner son argent. Et son fils, Louis, le tue mais le rate. Mais lui, il est tellement choqué qu'il meurt quand même. Donc en fait, il l'a tué sans le tuer. Et s'ensuit une histoire de responsabilité, de culpabilité, de sentiment, d'argent. Enfin, les drames de la famille. C'est admirable, c'est un grand texte du répertoire français. Et on a 4 acteurs, et notamment, il y aura Daniel Martin, ce merveilleux comédien qui interprétera Turlure. Ici à la cuisine, on accueille Mite Varlop. Alors Mite Varlop, une Belge, elle est chorégraphe, elle est plasticienne et performeuse au départ, et elle a fait l'événement d'Avignon la saison dernière, d'Avignon In, avec un spectacle qui s'appelait One Songs, un spectacle très rythmé, avec une performance au plateau de comédiens qui chantent et qui répètent un mouvement de musique en faisant des agrès d'athlétisme. C'était assez hallucinant. Et Mite Varlop, quand j'ai rencontré son producteur, on ne pouvait pas représenter One Song, c'est une très grosse machine, elle tourne dans le monde entier, on n'a pas pu présenter ce spectacle-là, et j'ai demandé à son producteur elle avait fait un spectacle qui s'appelait Springville, et c'était un spectacle dans une petite salle, un spectacle de théâtre, son premier spectacle, et son producteur me dit elle remonte Springville, mais une autre version qui s'appellera After All Springville. Et donc tout est mouvement dans le travail de Mite Varlop. Elle donne à ses interprètes quelque chose un foisonnement de mouvements qui se répètent. On rit beaucoup parce que tout devient burlesque, il n'y a aucune parole, les objets et les décors prennent vie. Vous voyez là la maison, elle fait des choses assez hallucinantes. On ne voit des fois jamais les interprètes, on se demande comment une table peut marcher. Il y a un petit peu de magie. Alors c'est du théâtre, c'est de la danse, c'est un tourbillon vraiment burlesque, irrésistible, il ne faut pas la rater. Je vous parlais de l'Europe de la Méditerranée. On va enchaîner avec un spectacle de Federico García Lorca, qui à mon avis est un des plus grands auteurs espagnols, avec La Maison de Bernarda Alba. C'est une mise en scène de Yves Bonnen. Vous savez, Federico García Lorca a été assassiné, il a été fusillé, il a vécu sous Franco. Il aurait rêvé d'être musicien, mais sa famille bourgeoise lui a pas tellement permis de s'adonner à la musique, donc il s'est tourné vers le théâtre. Je ne connais pas d'écriture qui sache, d'auteur qui sache aussi bien parler du désir féminin. Il a notamment écrit Yerma, désir d'enfant. Et dans La Maison de Bernarda, c'est une tragédie contemporaine, puisque ça se passe dans un terrain très pauvre de l'Espagne du Sud, et la mère a perdu son deuxième mari, elle est en deuil, et elle impose un deuil de 7 ans ou 8 ans à toutes ses filles. Elle a 5 filles. Et évidemment, ces filles enfermées, il faut bien que le corps exulte, et donc elles deviennent folles entre la chaleur, entre le désir, et puis il y a un homme avec un cheval qui tourne autour de la maison. Et évidemment, la tragédie commence à tisser sa toile. C'est admirable comme pièce. L'île aux bords, d'ailleurs, on a donné une version à la Comédie Française il n'y a pas longtemps. Et là, c'est Yves Bonnen qui a ce sens merveilleusement classique de la mise en scène qui viendra nous proposer ce spectacle. La danse sera à l'honneur à la cuisine avec le retour d'Angelin Prejlocage ici, avec une soirée où il présente 3 formes qui se succèdent. Deux formes qu'il a déjà créées et qu'il reprend, et une création qui aura lieu à l'automne. Donc sur la création, je ne peux rien vous dire. Il y aura 12 danseurs, les 12 danseurs qui se partagent les 2 autres parties. Donc la première partie s'appelle Annonciation, c'est une création qui avait eu lieu en 1995 avec un duo de 2 danseurs, un duo étonnant. Je ne peux pas vous en dire plus. Là, c'est la pièce Noces. C'est l'Annonciation. Le duo raconte l'Annonciation, cette scène biblique dans laquelle l'archange Gabriel apprend à Marie qu'elle va donner naissance au Fils de Dieu. Donc c'est spirituel au possible, et Angelin fait incarner ce message biblique par un duo magnifique. Ensuite, la
il y aura la création 23 et puis Noces, qui est aussi une recréation d'un spectacle qui avait eu lieu en 1989 autour d'Igor Stravinsky. Nous avons eu il y a 15 jours Maillot et une de ses pièces était Noces. Là, il y a 10 danseurs au plateau. Et puis, c'est un ballet frénétique, comme c'est les Imaginés Angelins. Donc, on sera ravis de le retrouver ici à la cuisine. Et puis, on finira cette saison avec un spectacle tout public avec le Petit Chaperon Rouge. On se lasse pas de convoquer le Petit Chaperon Rouge sur nos plateaux. Cette fois, c'est une jeune femme qui s'appelle Céleste Germe qui nous propose ce spectacle. Vous avez vu cet hiver, on avait Je m'appelle pas d'Édouard Signolet qui donnait une version très personnelle du Petit Chaperon Rouge, en tout cas des contes. Je pense que c'est très important, c'est les histoires les plus anciennes du monde qu'on se passe oralement et c'est important de leur donner des formes sur les plateaux. En l'occurrence, ce spectacle il nous a séduit parce qu'il convoque la marionnette, le masque, l'imaginaire. C'est très visuel, c'est très scénographié et puis on ne sait toujours pas si c'est le Petit Chaperon Rouge ou le loup qui est très intelligent. Et à propos de loup, je vous propose d'écouter un des loups de cet hiver en la personne d'Augustin Bouchacourt. Bonsoir. Moi aussi j'aime beaucoup le théâtre et on m'a demandé de venir parler un peu de théâtre et des grands auteurs. J'aime beaucoup Marivaux, Claudel, Molière et Musset. Voilà, j'aime beaucoup Musset. Et je me rappelle moi-même, parce que j'avais participé à une super production à Mekirène, des USA. Et c'était une super production un peu pédagogique en même temps, parce que on traversait tous les grands classiques français, voilà, dont une scène de « On ne badine pas avec Malour » d'Alfred de... On ne badine pas avec l'amour d'Alfred l'ami de George Sand. Enfin, voilà. Donc c'était la scène 2. C'était la scène du 2 avec Perdiqueux et Perdican et Maquille. Et Maquille, alors elle était... Camille était près de moi. Et vraiment, elle était très 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 belle. Elle avait un décolleté pâté, un décolleté très bas, vraiment toute fraîche, toute sincérité, en toute sincérité. Et alors moi vraiment je l'ai vue et j'ai eu un trac-frou, un frac-trou, j'en pouvais plus. Et alors, donc à ce moment-là, j'entends un cri, moteur, crie le messeur antenne, le moteur en scène, le monsieur, le réalisateur. Et alors là, la machiniste claque sa tapette, tape sa claquette, enfin, c'est pareil. Et, on ne badine pas avec Malou, 612e. Et alors là, un silence. Ah, vraiment, un silence. On aurait entendu miauler une vouche, on aurait entendu voler une mioche, on aurait violer une... Non, pardon. Zzz. Voilà. C'était... Et alors, donc moi je suis pris par l'émotion, mais vraiment, donc je commence, et dès les premiers pots, les machinoires sortaient leurs chimistes, les machinistes sortaient leurs mouchoirs, parce qu'ils riaient, et ils riaient tellement, ils pouvaient plus s'arrêter. Et alors moi je vois ça d'un côté, et puis je me retourne vers Camille, qui me... vers Camille, qui me dit « Oh, vous me faites peur, vous me faites peur !» Oui, la pauvre, elle bafouillait. Mais moi, bon, je perds pas mon François, je ne perds pas mon sang-froid, et je lui dis,
la fameuse tirade que vous connaissez tous, va-t'en Maki, va-t'en madame, retourne à ton couvent, tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavailles, Hippocrate, ils sont tous comme ça, toutes les femmes sont perfides, arféticieuses, archivicieuses, vaniteuses, mais on aime et on peut se dire c'est moi qui ai vécu et non pas un être factrice créé par mon orgueil et mon anguille, créé par et mon orgueil enfin bon puis à ce moment-là ça a coupé, on a coupé quoi. Mais bonne soirée. Merci Augustin qui sera notre prochain scapin puisqu'on s'échange les rôles. Je vais enchaîner avec toutes les manifestations qui ont l'air annexes et qui n'ont rien d'annexe. Notamment, on va continuer au printemps à vous proposer ce festival de la magie qui a été un gros succès cette saison et qui va se déployer parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui nous ont appelés après cette première édition pour dire moi je veux participer. Donc on fait ça notamment grâce à notre fonds de dotation et Passionnément TNN. Si vous voulez vous abonner à Passionnément TNN, il y a un dépliant dans la brochure. On fait ça gratuitement dans une soirée de gala et on vous proposera vraiment 4 spectacles autour de ce festival qui convoquent des professionnels. On a un comité de lecture qui compte beaucoup pour moi parce que c'est un découvreur des textes contemporains et ça permet de les découvrir avec le public. On le faisait jusqu'à présent pendant les contes d'apéro. On va faire à la rentrée une semaine gratuite de lecture avec la troupe des textes qu'on a sélectionnés. On va en sélectionner 5. C'est Françoise Assus-Zutner qui est notre présidente de ce comité de lecture avec des personnalités qui ne sont pas que du théâtre, justement, qui sont des personnalités amoureuses du théâtre, mais pas forcément professionnelles. Et on va vous présenter, mis en scène par Alessandra Pulifiaco, la pièce élue l'année dernière qui s'appelle Sum Eram Héros, qui est une pièce de Noël Châtelet. Et on en donnera des représentations avec notamment Frédéric Grégoire qui est dans la salle. Elle est là-bas. Voilà, je la salue. On va continuer, on va proposer aux arènes de Cimier, ce qu'on ne peut pas faire cette année parce qu'on voudrait regarder la configuration, regarder comment ça se passe, dans quel sens on met le public, etc. Ne pas se précipiter. Mais l'été prochain, je voudrais lancer un grand festival de la tragédie, comme il y en a à Épidore en Grèce, comme il y en a à Syracuse, dans cette petite ville du fin fond de la Sicile. Parce que c'est très rare d'avoir un écrin aussi précieux, aussi historique au milieu d'une ville, parce que c'est très juste d'entendre la tragédie sous les vraies étoiles, et parce qu'il n'y en a pas en France de grands festivals de la tragédie. À cette occasion, je montrerai avec la troupe des représentations du Phèdre de Racine, et on aura aussi Simon Abkarian qui viendra, et Robin Renucci qui dirige La Criée, qui nous fera des propositions pour ouvrir ce festival. On va continuer nos cours d'oralité une fois par mois qui sont gratuits, qui se donnent soit ici, soit au Théâtre des Franciscains que j'anime, moi ou les acteurs de notre troupe. On continue notre petite école qui s'appelle À Voix Haute, qui a lieu le mercredi. On va donner ici des soirées slam pour tous les jeunes qui ont envie de se lancer, parce que c'est un curseur autour de la poésie, mais pour célébrer l'humanité, pour se lancer dans l'oralité. Et la dernière fois, quand on l'a fait, il y avait autant de mamans que de jeunes, et c'était merveilleux. C'est Jackie Ido, qui est mon Antiochus, qui va animer ces soirées slam, et c'est lui qui a créé à Saint-Denis, en banlieue parisienne, Slam Aleikoum. Et il le fait maintenant, Slam Aleikoum à Paris. On va continuer
tous les samedis matins, et c'est gratuit, et on le dit pas assez, les procès des grands personnages que l'on fait tous les samedis matins à 11h dans notre kiosque, pas les jours où il pleut, mais même quand il fait froid, et on fait ça avec des avocats. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord, c'est pour s'amuser, mais c'est aussi pour que, en pédagogie, tout le monde comprenne que les grands personnages, et notamment de la tragédie, ou qui ont l'air impressionnants, en fait, sont des figures qui viennent de notre histoire et de notre société. Et donc, c'est la possibilité de les comprendre mieux. On avait, par exemple, Charlotte Corday, à l'occasion du Festival du Livre, puisqu'on parlait de liberté, cette Marie-Charlotte Corday, qui a assassiné Marat, et on s'est mis à parler de la Révolution avec le public, ça c'était merveilleux. Donc on va continuer ce travail grâce à la générosité des avocats niçois, et on va donner, parce que cette année, on va travailler avec l'ERACM, l'école de Cannes. On fait un CFA, c'est-à-dire qu'on va accueillir toute l'année des acteurs de 3e année de cette école. On en aura 5. On vous les présentera à l'occasion de notre comité de lecture à la rentrée. Et on va toute l'année pouvoir proposer des cabarets comme on le fait actuellement, des procès des grands personnages, et on va rajouter tous les jeudis soirs, dans notre café-théâtre des Franciscains, des soirées littéraires, pour avoir rendez-vous, si on a envie, autour d'un verre, à la découverte des grands poètes. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, on va continuer les conversations intimes. On en a eu des magistrales. On fait ça depuis que je suis arrivée. Et ce sont des masterclass. Ça nous permet de découvrir toutes les méthodes pour faire du théâtre. Qu'est-ce que c'est le spectacle vivant avec des personnalités différentes. On doit ces rendez-vous à Catherine Sellac. Et je dois dire que ces rendez-vous, ils ont si bien marché qu'elle donne ce projet à Paris, au Théâtre Antoine, et que Canal+ viendra pour en filmer quelques-unes et pour reprendre l'idée. Et vraiment, c'est merveilleux parce qu'on a 1h30 à passer avec des acteurs, on leur donne des petits exercices et comme ça, parce qu'on ne sait pas toujours parler bien de ce qu'on fait, on les voit à l'œuvre. Et si vous voulez réécouter, il y a sur notre site une chaîne SoundCloud et vous pouvez réécouter toutes nos conversations depuis 2020. Et avant de vous donner les dernières informations, j'accueille Bénédicte Allard. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et tendu les calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un grand théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin, si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamenter sur Baptiste ou rire avec les heureux, poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les 3 coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont enlevé leur tréteau. Ils ont ôté leur estrade et plié les calicots. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens.
les magiciens qui arrivent, viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent, viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent, viens. Ils sont beaux nos comédiens, bravo, bravo Béné. Alors pour la saison que nous vous avons concoctée, juste quelques informations pratiques. Toute l'équipe des RP et de la billetterie sont dans le hall. Pour les professeurs, il y a plein d'inscriptions si vous avez besoin d'entrer dans des projets pédagogiques. La billetterie ouvre le 7 juin, dans 2 jours, à 10h, par Internet, aux franciscains, par téléphone. Vous n'hésitez pas. Les formules sont les mêmes. Une réduction si vous prenez minimum 4 spectacles. Et sinon, le coup par coup, tout ouvre ce mercredi à 10h. Juste vous rappeler qu'à la dernière minute, si vous avez envie, on garde toujours un quota de place et pour tout le monde, c'est 10 €. Il y a des tarifs particuliers pour les étudiants de l'Université Côte d'Azur, c'est 5 €. Donc on essaie d'ouvrir au plus large public comme nos missions nous l'imposent, entre guillemets, et on en est ravis. Juste vous dire aussi qu'on continue nos projets pédagogiques. Alors le projet Lettre A, qu'on a initié depuis l'arrivée de Muriel en 2019-2020, on a eu Lettre à Nour, on a eu Lettre à mon père, on a eu Lettre à mon amour, cette année Lettre à mon corps, des auteurs tels que Éric Fotorino, Christophe Onodibio, Rachid Benzine, cette année Chantal Thomas, avec Ève Peurer, notre comédienne qui encadre ce projet, et avec Juliette Augier qui est avec nous au RP. Cette année, on monte un projet avec Suzy Morgenstern, qui est plutôt un auteur d'habitude pour l'enfance. Elle a écrit plein de romans et elle a écrit toute son histoire, basée aussi sur son histoire de famille juive. Et là, ça s'appelle Lettre à moi plus tard. Donc c'est un projet pédagogique qui rassemble environ 700 enfants et on partage ça avec 27 classes. Donc c'est un projet d'envergure et il y a chaque année une restitution en plein air. Les élèves se prêtent à l'oralité, ils écrivent leurs lettres et ensuite les comédiens les font travailler sur l'oralité en classe. Il n'y a pas de mise en scène et les volontaires qui le souhaitent, on ouvre une semaine de marathon des mots dans la coulée verte et ils viennent lire leurs textes au public qui passe. C'est un grand moment d'émotion quel que soit le thème, donc on est ravis de continuer ce projet avec Suzy. On participe aussi au projet 100% culture avec la ville de Nice et on travaille avec une école primaire et 6 classes. On travaille là cette année sur le petit chaperon rouge qu'on présente. Autour de ces projets, notamment aussi avec notre école à voix haute pour les enfants et moteur, on fait un parcours de spectateurs parce que c'est effectivement bien de venir prendre des cours, mais il faut aussi former nos enfants à venir écouter des textes, à venir voir des représentations. Et donc, on inclut dans ces projets pédagogiques des spectacles en salle. Quoi vous dire de plus ? On travaille encore avec Caroline Sénéclose et on accueille le projet Moteur, où on propose à des enfants de la France entière de faire un film de 180 secondes sur quelqu'un qu'ils admirent. C'est un projet extraordinairement positif. Et je crois qu'on a fait le tour. Oui, et on va accueillir notre dernier artiste au plateau, Alexandre Diotcheou. Merci. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, sous les huées des enfants prodiges, sur le tableau noir du malheur,
Il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert. Voilà, merci Alexandre. La programmation qu'on vous propose, vous savez, je crois que vous l'avez compris, je la fais pas toute seule. Et c'est parce qu'on a la même passion avec Ella et avec toute l'équipe du TNN, la passion du public, la même façon d'aimer le théâtre, et qu'on fait cette programmation ensemble, qu'elle s'adresse au plus grand nombre. Je voudrais évidemment profiter pour remercier mon équipe géniale du Théâtre National de Nice, toute l'équipe technique qui passe dans l'ombre leur journée à nous éclairer, à nous mettre des micros, à nous accompagner. Merci à Delphine, à Virginie, je ne peux pas les citer tous. Merci à toute la com, à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour vous faire ces propositions. Deux autres petites informations. La cuisine de la cuisine sera reprise à partir de septembre par Domenico, qui anime notre café-théâtre. Et puis, avant de vous quitter, je voudrais faire sans du tout plomber, parce que c'est bien de penser à ceux qui sont partis, parce qu'on continue à les aimer. Je voudrais rendre 2 hommages. L'un à Jacques Barbarin. Jacques Barbarin, ça a été un immense spectateur niçois, un immense journaliste. Il est mort un peu dans l'ombre en janvier. Il a regardé tous les spectacles. Et moi, depuis que je suis arrivée, c'est devenu un ami. Il m'appelait de sa maison de retraite. Et je voulais penser à lui et lui faire un petit signe, parce que les grands spectateurs, c'est extraordinaire, il n'y en a pas beaucoup. Et ce sont les meilleurs juges, parce qu'ils nous jugent avec passion. Puis je voudrais faire aussi un hommage à Simon Haine, qui a été un grand sociétaire de la Comédie Française, qui nous a quittés en 2020 à Nice. Il a fait plus de 100 spectacles, il a passé 44 ans à la Comédie Française, et nous allons lui dédier une de nos salles de répétition qui s'appellera la salle Simon Haine, parce qu'à la Comédie Française, c'est la tradition de donner des noms d'artistes au mur, comme ça on les oublie pas, ils veillent sur nous. Voilà, je voulais dire ces deux petits hommages, vous remercier parce qu'on vous aime, j'espère que vous l'entendez. On va pouvoir répondre à toutes vos questions, si vous le souhaitez, avec toute l'équipe qui est à votre disposition. On va boire un verre ensemble. Avant de vous quitter, je vais vous dire 4 vers à mon tour d'un poète du 19e qui s'appelle Henri-Frédéric Amiel, et qui nous dit: il est un feu discret qui se cache en ton âme, mais qui tremble et palpite à tous les coups du sort. C'est l'espoir. Défends bien cette petite flamme. Si la flamme s'éteint, ami, ton cœur est mort. Voilà, c'est pour ça qu'on est plein de passion et en rouge. Pardon si on a été un peu longue, mais on avait toutes ces choses à partager avec vous. On partage un verre avec tous ceux qui veulent encore prolonger ce moment. Et avant de vous quitter, il y a un teaser des 3 feuilletons Marivaux qu'on a déjà donnés et qui vous donneront peut-être envie de voir le 4e à partir du 23 juin. Merci de votre écoute. Merci à tous. Ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Je comprends que le mariage t'alarme, d'autant plus que tu ne connais pas Dorante. On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde. Si Dorante ne te convient point, tu n'as qu'à le dire. Il repart. Tu épouseras Dorante, ma sœur. Et même avec inclination, je te le prédis. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu, sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps, et je prendrai la sienne. Tu as nom Lisette. Et toi, mon garçon, comment t'appelles-tu? Bourguignon, monsieur. Pour vous servir. Quelle espèce de suivante es-tu donc? Avec ton air de princesse. Ce garçon-ci n'est pas sot. Je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Croyez-vous que je plaise ici? Comment me trouvez-vous? Que le sort est bizarre. Aucun de ces 2 hommes n'est à sa place.
davantage. Mais que vous importe, Lisette? S'il vous aime, qu'il vous épouse. Je vous aime! Avec quelle impudence les domestiques ne nous traitent-ils pas dans leur esprit? C'est moi qui suis Dorante. Je voulais sucer ta vie, pénétrer un peu ce que c'était que ta maîtresse avant de l'épouser. Il t'aime, et cela t'importune, assurément. Mais si vous commencez à vous aimer, vous voilà débarrasser des cérémonies. Et ce soir, dans l'école des mères, nous allons parler d'amour, de l'éducation des enfants, de la liberté individuelle et du mariage. Tu sais à qui Madame Marie-Angélique, ma maîtresse? Oui, je pense que c'est à peu près 60 ans qu'on écoute 17. Tu vois bien que ce mariage-là convient point. Oh oui, il menace la stérilité. Les héritiers en seront nuls ou débiles. Vous aimez ma jeune maîtresse? Elle vous aime? Et je crois qu'elle sera plus heureuse avec vous qu'avec celui que sa mère lui destine. Puis-je me flatter d'un si grand bonheur, moi qui l'ai vu qu'en passant, dans nos promenades, qui lui ai prouvé mon amour que par mes regards, qui ai pu lui parler que 2 fois. Vous paraît-elle contente? Ordinairement, pourtant, une jeune fille qui va se marier est assez gaie. Hein? À l'égard du mari que je lui donne, je ne doute pas qu'elle n'approuve mon choix. C'est un homme très riche, très raisonnable. Ah, pour raisonnable, il a eu le temps de le devenir. Ce mariage ne vous plaît donc pas? Non. Comment? Il vous déplaît? Je ne vous donne pas un jeune extravagant, qui vous négligerait peut-être au bout de 15 jours, qui dissiperait son bien et le vôtre, pour courir après 1000 passions libertines. Je vous marie un homme sage. Et cette docilité-là vous sera facile, car vous n'avez jamais eu de volonté avec moi, vous ne connaissez que l'obéissance. Mais mon mari ne sera pas ma mère. Vous épouserez donc Monsieur Damis? Moi l'épouser? Je t'assure que non, c'est bien assez qu'il m'épouse. Oui, mais vous n'en serez pas moi sa femme. Est-ce que vous me haïssez? Vous embarrassez encore mon savoir-vivre. Seriez-vous bien aise si je vous disais oui? Vous pourriez dire non. Encore moins car je mentirais. Ceci me chagrine, mais je l'aime trop pour la céder à personne. Ma mère dit qu'on est obligé d'aimer son mari. Eh bien, qu'on me donne Eraste. Je l'aimerai tant qu'on voudra, puisque je l'aime déjà avant que d'y être obligée. Que voulez-vous faire de moi et de ma bonne mine? Te proposer pour époux à une très aimable fille. Je te présenterai sur le pied d'un homme riche et mon ami, afin de voir si elle m'aimera assez pour te refuser. Tout sûr que je suis de son cœur, je veux savoir à quoi je le dois. Et si c'est l'homme riche qu'on aime, ou seulement moi? C'est ce que j'éclaircirai par l'épreuve où je vais la mettre. Il va auparavant vous marier dans l'opulence, c'est ce qu'il dit. Nos caractères se ressemblent, ils pensent comme moi. Oh, je l'aime autant que vous. C'est ce mari pour qui vous êtes si favorablement prévenu et qui, par le rapport de nos caractères, est en effet un autre moi-même. Vous ne voudriez pas causer du chagrin à une jeune fille qui ne vous a jamais fait de mal, ce serait cruel et barbare. N'êtes-vous pas bien sensible à l'honneur que vous fait monsieur de venir vous épouser? Angélique ne paraît pas résolue à accepter le mari que monsieur Lucidor lui ramène et qui est ici, et que si dans ces circonstances vous continuez à la rechercher, apparemment vous l'obtiendrez. Ah, vous aimez donc Angélique? Je prétends, vous dis-je, que vous vous présentiez pour Angélique, indépendamment du mari que je lui offrirai. Je vais me douter sans façon que je vous plais. Mais je ne vous le conseille pas car il me semble que non. Ah bon, ah voilà, ça se comprend.
Je vous avoue que je vous adore, Angélique. Mais si je venais à aimer quelqu'un, ce ne serait pas moi qui lui chercherais des filles en mariage? Et si je vous demandais votre main? Si nous ne nous quittions de la vie